déclarations outrancières de Donald Trump visaient en fait à sauver la face. À un moment donné, il aurait dû simplement dire on arrête parce qu'on n'a plus de munitions. C'est, à mon avis, le point le plus dangereux. Une grande puissance comme les États-Unis, en plein déclin, qui perd face à une puissance régionale et surtout avec une classe politique comme on l'a à l'heure actuelle, il y a quand même un grand risque qu'ils appuient sur le bouton. Le premier problème, c'est quand même la formation du personnel militaire. L'un des grands porte-avions qui croisent au large de l'Iran avait connu des problèmes vraiment qu'une marine correctement organisée, avec un personnel formé, ne ferait pas. Ce porte-avions, avant le déclenchement des hostilités, il a quand même réussi à catapulter 3 ou 4 F-18 à la mer. Au lieu de s'envoler, ils sont partis dans l'eau. Autre chose, le même porte-avions a fait une manœuvre mal gérée, et il a froissé un cargo parce qu'il le serrait trop près. On est loin de Top Gun. Le libre-échange, c'était hier. L'Organisation mondiale du commerce ne fonctionne plus. Le GATT ne fonctionne plus. Le FMI ne fonctionne plus. La Banque mondiale, on ne sait pas trop. Donc toutes les institutions qui ont été créées pour le libre-échange, on ne reviendra pas en arrière. Bernard Wicht, bonjour. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans le cadre de la chaîne Antithèse. Avant de commencer, j'encourage rapidement les auditeurs à s'inscrire à notre newsletter gratuite. C'est un bon moyen de nous suivre, d'être tenus informés de nos actualités et de bénéficier de contenus exclusifs. Le lien est en description. N'hésitez pas aussi à partager nos contenus autour de vous. C'est un petit geste, mais il nous aide beaucoup au quotidien. Merci beaucoup pour votre soutien. Maintenant, Bernard Wicht, est-ce que vous pourriez vous présenter brièvement ? Oui, alors brièvement, j'ai 2 casquettes. J'ai travaillé pendant 25 ans auprès de ce qu'on appelle anticonstitutionnellement parlant le ministère suisse de l'éducation, c'est-à-dire la conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique à Berne, les 26 directeurs, directrices de l'instruction publique, et j'ai occupé le poste de chef des affaires internationales parce que en matière de coopération en éducation, et contrairement à ce que certains camarades me disent « Ah, tu fais de l'international en Appenzell ?» Je dis « Non, je fais de l'international dans les organisations internationales, principalement le Conseil de l'Europe, l'UNESCO, l'OCDE et la francophonie. » Et donc, ça a été une période assez riche parce que l'éducation est un sujet, on va dire, généralement très, très sensible et très demandé aussi. Et donc, ça m'a permis de suivre un peu l'actualité mondiale sous cette perspective. Et puis, la deuxième casquette, c'est une casquette académique. J'ai enseigné pendant 20 ans à l'Université de Lausanne en qualité de privat-docent à la faculté des sciences sociales et politiques où j'enseignais les matières que j'appelle militaires, donc l'introduction à la stratégie et le phénomène de la révolution militaire. Et puis maintenant, alors j'ai quitté mes fonctions professionnelles et je suis membre de l'école doctorale du Conservatoire national des arts et métiers à Paris, le laboratoire guerre et stratégie. Et ce soir, nous allons parler effectivement de stratégie de guerre, de militaires, d'armées, tout au long de cet entretien. Peut-être commençons par l'Iran, qui est dans l'actualité. Alors évidemment, ça bouge chaque jour. On est aujourd'hui le 13 avril, à l'heure où on enregistre cet entretien. Mais peut-être qu'on peut quand même parler de ce que la guerre, jusqu'à présent, révèle des capacités militaires et des potentialités militaires des acteurs, en particulier l'Iran et les États-Unis. Quelle est votre lecture pour prendre déjà peut-être une analyse méta, puis après on rentrera dans le détail de chacun des acteurs? Alors, mon analyse à l'heure actuelle, c'est de dire que pour la première fois, une puissance régionale, l'Iran, a été en mesure de tenir tête aux États-Unis, que l'enlisement des États-Unis n'a pas pris 20 ans comme en Afghanistan, avec la débâcle qu'on a vue à Kaboul en 2021, que la guerre s'est arrêtée au bout d'un mois. Enfin, on espère qu'elle s'est arrêtée. Et donc ça, c'est un phénomène totalement nouveau qui montre que, au fond, les États-Unis sont en situation vraiment de déclin final. J'expliquerai pourquoi je fais cette analyse. Et que c'est peut-être là que nous avons les principaux soucis à se faire, parce que c'est généralement les puissances déclinantes qui sont les plus bellicistes.
De l'autre côté, on a Israël qui n'est pas, alors qui a aussi lancé cette guerre, mais qui n'est pas dans une meilleure situation puisqu'elle n'a pas de projet stratégique. On peut même dire qu'elle s'est coupée des rares alliés qu'elle avait dans la région, Arabie Saoudite, Bahreïn, Émirats Arabes Unis, Koweït, etc., puisque eux ont été entraînés dans la guerre à leur corps défendant. Et donc, alors qu'avec les accords d'Abraham, elle avait quand même, de ce côté-là, elle avait un appui. J'imagine que désormais, c'est relativement compromis. Donc voilà, c'est une analyse très succincte. Et alors, en termes d'armement, ce qu'on savait dès le départ, c'est que ni Israël ni les États-Unis n'avaient les moyens de mener une guerre de longue durée. Parce qu'Israël a le dôme de fer, mais le dôme de fer est très coûteux. Il faut construire des missiles, ça prend énormément de temps. On ne peut pas en produire beaucoup plus que 600 ou 700 par année, et ça coûte très cher. Et juste alors, arrêtons-nous peut-être sur cette question d'Israël et du dôme de fer. C'est important et c'est intéressant, parce qu'on se rend compte que ce dôme de fer, finalement, n'a pas tenu très longtemps. Et qu'il y avait toute une sorte de mythologie autour de ses capacités de résistance. Alors peut-être si on s'arrête sur ça et sur ce point en particulier de la défense israélienne. Alors je pense qu'il faut retourner un tout petit peu en arrière. En 1991, lors de la première guerre du Golfe, Saddam Hussein tirait des Scud sur Israël. Mais il en tirait quoi? Il en tirait 5-6 par nuit. Et à ce moment-là, c'est les États-Unis qui ont positionné des batteries de Patriotes pour intercepter ces missiles. Et donc, le dôme de fer a été pris un peu dans cette logique-là. On peut recevoir des missiles, mais pas des vagues missiles comme l'Iran est capable de le faire avec des tirs de 500 missiles et drones, mais peut-être une dizaine par nuit. Et donc, le dôme de fer a été conçu de cette façon-là. Du point de vue de sa conception, c'est un système 3 couches. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de critique à faire. Mais évidemment, c'est pas fait pour arrêter ou alors c'est fait pour arrêter les roquettes du Hezbollah, qui sont quand même très, on va dire, très simples. Mais pour arrêter des vagues de 500 missiles et drones, là, ils sont rapidement arrivés aux limites de leur capacité. Mais ce qui se passe donc, c'est qu'il y a d'abord des drones qui sont envoyés pour faire feu, un premier paravent sur le dôme de fer, sur les défenses antimissiles israéliennes, et ensuite ils envoient des missiles une fois que les capacités de défense sont épuisées. Alors, je ne peux pas exactement vous dire si c'est comme ça, mais en tout cas, on sait qu'ils ont utilisé les missiles les moins sophistiqués qu'ils avaient pour justement épuiser la défense antimissile israélienne. Et puis après, ils ont trouvé une deuxième technique, c'est que ils ont les missiles qui sont envoyés sur Israël ont des têtes multiples. Donc, à un moment donné, le missile largue ses têtes multiples et même s'il est intercepté, il va faire pas mal de dégâts au sol. À cela, il faut ajouter la dimension géographique. Israël est un petit pays, la taille c'est de deux départements français. Donc, on peut rapidement saturer le pays et la résilience est relativement modeste. Pendant la guerre des 12 jours, il ne faut pas oublier que le port de Haïfa, qui est l'entrée dans le pays sur la façade méditerranéenne, a dû être fermé. La raffinerie de Haïfa a été touchée, elle a dû s'arrêter. Ensuite, elle a repris, mais enfin, c'était quand même un stop. L'aéroport Ben Gourion, qui est la principale entrée commerciale et civile dans le pays, a dû aussi être fermé. Et le port de Eilat, lui, il est définitivement fermé et la compagnie qui l'exploitait est en faillite. Donc, voilà, pour Israël, qui est un petit pays, contrairement à l'Iran, qui a 90 millions d'habitants, qui est pratiquement un sous-continent, c'est une saturation qui peut intervenir assez rapidement. Et donc, quel impact sur l'économie, concrètement, pour Israël ? Alors, l'impact sur l'économie, d'abord, quand vous devez passer une bonne partie de la journée dans les abris, forcément, l'économie tourne moins bien. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que Israël, à l'origine, le mouvement sioniste, c'est un mouvement socialiste. Au sens égalitaire du terme. Donc, quand Israël est créé, on cherche à avoir des conditions
de vie égale pour tous, l'idéal du kibbutz, des salaires qui sont pas très hauts, mais l'acquisition de la propriété, tout ça est vraiment facilité. Et puis à partir des années 90, avec l'arrivée du Premier ministre Netanyahou, là, Israël bascule complètement dans le néolibéralisme. Et donc, on a une classe qui s'enrichit, mais qui ne représente pas la majorité de la population, et une classe pauvre, israélienne, je ne parle pas arabe, mais israélienne, qui est estimée quand même à 30% de la population. Et donc, là, tous ces facteurs font que, voilà, ça ne fonctionne pas très bien. Effectivement, et j'ai entendu, alors on m'a dit que parfois il y avait jusqu'à 5 ou 6 fois dans la nuit qu'il y avait des alertes antimissiles et les Israéliens devaient se rendre dans les bunkers, ce qui effectivement est contraignant pour la population, quoi. Quel est l'état de l'armée israélienne aujourd'hui ? Alors, bon, l'armée israélienne est quand même une force très bien entraînée, très bien équipée. J'insiste sur le fait qu'elle a une vraie doctrine d'engagement, ce qui n'est pas le cas de notre armée, malheureusement. Mais, évidemment, c'est une armée qui doit, et ça c'est aussi un facteur de problématique pour l'économie, qui doit faire appel aux réservistes. Donc là, ils ont fait appel à 400 000 réservistes, donc c'est 400 000 hommes et femmes qui ne travaillent plus, parce qu'ils sont tous en âge de faire leur service militaire, donc ils ne travaillent plus dans l'économie. Et puis, cette armée, elle est engagée maintenant depuis le 7 novembre 2023, elle est engagée à Gaza, elle est engagée en Cisjordanie, elle est engagée au Liban, etc. Et là, elle marque des signes d'essoufflement. Mais c'est-à-dire de quelle manière ? Les effectifs. Les effectifs ne sont humains, plus, donc. Les effectifs humains ne sont plus suffisants. Et c'est aussi la raison pour laquelle il y a eu cette... je pense que le débat continue de demander aux juifs orthodoxes en âge de servir de faire leur service militaire, chose qui pour le moment n'est pas admise. Ils sont exemptés de service militaire. Mais on estime que ça représenterait quand même 50 000 jeunes soldats. Et là, c'est une tension supplémentaire au sein de la société israélienne. En gros, l'armée est fatiguée. Et en termes de capacité, elle utilise aussi pas mal de drones, pas mal de systèmes patriotes. Enfin, quel est son fonctionnement concret, militairement parlant, plus en détail ? Alors là, je n'ai pas vraiment la possibilité de vous répondre. Elle construit ses missiles Arrow, mais encore une fois, c'est de la haute technologie. C'est pas, même les drones qui ont été utilisés d'ailleurs par l'Azerbaïdjan dans sa reconquête du Haut-Karabakh, c'est pas les drones qu'on voit en Ukraine qui sont fabriqués en masse avec une imprimante 3D. Or, l'Iran, depuis, on va dire, une trentaine d'années, a vraiment misé sur le low-tech, low-cost. Donc, sur la production massive de missiles qui ne sont pas les plus sophistiqués du monde, mais qu'on peut produire en grand nombre et donc avec lesquels on peut saturer la défense adverse. C'est d'ailleurs très intéressant de noter que l'universitaire américain Jacques Ganzler, qui est décédé, et qui était haut fonctionnaire du ministère de la Défense, avait parfaitement identifié ce tournant dans une publication en 1997 où il disait, voilà, désormais, les ennemis de l'Amérique dans ce qu'on appelle le Grand Sud, vont se doter massivement de missiles, on ne parlait pas encore de drones, de missiles de croisière de moyenne portée, de moyenne qualité, mais voilà, ils vont le faire en prenant la technologie du marché civil et non plus en engageant un complexe militaro-industriel coûteux, ni en se lançant dans la production de chars, d'avions, etc. Donc là, il a vraiment vu le tournant, mais comme d'habitude, on n'écoute pas toujours ce que les analystes disent, d'autant plus que du côté américain, il y a l'aspect financier. Le complexe militaro-industriel, il ne vit pas pour donner les meilleures armes aux États-Unis, il vit surtout pour vendre des armes et le plus possible et dans le monde. D'ailleurs, ces ventes se portent bien. J'avais vu des chiffres là-dessus, mais les parts de marché des États-Unis sur les transferts mondiaux d'armes, c'est 42%. Oui. Et il y a
les ventes totales d'armement américains ont atteint en 2025 330 milliards de dollars, en hausse de 4%. Alors bon, ils ont approvisionné pendant toutes les opérations israéliennes contre Gaza, ils ont approvisionné Israël en obus d'artillerie et en bombes. Donc ça a déjà dû être une assez grosse production. Ensuite, quand on va dans la très haute technologie, là, on se heurte à des problèmes parce que c'est ce que nous allons vivre ce que nous vivons en ce moment en Suisse avec les F-35 et les Patriotes, c'est que ces deux systèmes d'armes sont tributaires des terres rares pour leur production. À titre d'exemple, un F-35 a besoin de 400 kilos de terres rares. Or, les terres rares sont pratiquement totalement contrôlées par la Chine, qui a mis l'embargo là-dessus vis-à-vis des États-Unis suite à la question des droits de douane. Et le dernier lot de F-35 qui a été livré à l'armée de l'air américaine, et alors, ils n'ont pas d'électronique. Donc, ils peuvent voler, mais ils ne peuvent pas se battre. Parce que, voilà, on n'a plus suffisamment de terres rares. 400 kilos, c'est énorme pour Par avion. Par avion. Ouais. Par avion. Pour un seul exemplaire. Et c'est-à-dire aussi qu'évidemment, ils ne peuvent plus en exporter s'ils ne peuvent pas en avoir pour leur propre armée. Voilà. Et la même chose pour les Patriotes. Hein, le Patriote, il coûte, je crois, celui qu'on a commandé, il coûte environ 4 millions, entre 4 et 5 millions de pièces, et ils en produisent entre 600 et 700 par année. Avec tout ce qu'ils auront tiré pendant la guerre des 12 jours, et là, pendant la guerre qui a démarré le 28 février et qui s'est terminée juste il y a quelques jours, ils en ont pour, si vous me passez l'expression, ils en ont pour un bon moment à reconstituer leur stock. Mais c'est-à-dire que qu'est-ce que ça implique pour les opérations militaires, notamment en Iran? Parce que là, effectivement, il y a eu un cessez-le-feu, mais les hostilités pourraient quand même reprendre. Les négociations ont été interrompues il y a peu, donc voilà, l'avenir est incertain quand même. Mais vous dites que sur le terrain militaire, de l'armement, des capacités, en fait, les États-Unis et Israël ne peuvent pas tenir sur le long terme. Non. Et je dirais que les déclarations outrancières de Donald Trump, etc., visaient en fait à sauver la face. Parce qu'à un moment donné, il aurait dû simplement dire on arrête parce qu'on n'a plus de munitions, quoi. C'est, à mon avis, le point le plus dangereux. C'est que une grande puissance comme les États-Unis, en plein déclin, qui perd face à une puissance régionale, et à un moment donné, et surtout avec une classe politique comme on l'a à l'heure actuelle, il y a quand même un grand risque qu'ils appuient sur le bouton. D'ailleurs, on voit que le budget américain de la défense, enfin de la guerre aujourd'hui, ouvertement reconnu comme tel, est de 900 milliards par an aujourd'hui, mais ils veulent l'augmenter à 1,5 trillion. Oui. Ce qui effectivement va dans votre sens de dire qu'ils veulent... Enfin, on est dans une économie de guerre, en fait. Oui. Alors, économie de guerre, peut-être pas, parce que l'économie américaine est quand même assez importante. Il y a d'autres problèmes. Le premier problème, c'est quand même la formation du personnel militaire. On a quand même vu que l'un des grands porte-avions qui croisait ou qui croise encore, on ne sait pas trop, au large de l'Iran, avait connu des problèmes vraiment que, je dirais, une marine correctement organisée, avec un personnel formé, ne ferait pas. Première chose, ils ont ce porte-avions, avant le déclenchement des hostilités, il a quand même réussi à catapulter 3 ou 4 F-18 à la mer. C'est-à-dire à la mer. À la mer. Au lieu de s'envoler, ils sont partis dans l'eau. Ils sont partis dans l'eau. Voilà. Alors, le problème pour 2 ou 3, c'est que la catapulte était mal réglée. Donc, au lieu de faire que l'avion décolle, il a piqué du nez. Et le dernier avion, lui, c'est différent, mais c'est aussi un problème de réglage et de mauvais entretien. C'est que sur le pont d'un porte-avions, il y a ce qu'on appelle le brin d'arrêt, qui est une série de câbles à travers du pont, et ces avions ont un crochet à l'arrière qui va ramasser un de ces câbles, qui va ensuite le freiner sur une dizaine de mètres. Et dans le cas de cet atterrissage, qui s'est terminé dans l'eau, le câble a sauté, faute d'entretien.
Donc là, je dirais, c'est quand même des choses où on se dit, voilà, il y a quand même un problème de base. On est très loin de Top Gun, quoi. On est loin de Top Gun. Et autre chose, le même porte-avions a fait une manœuvre mal gérée et il a froissé au sens des tôles, froissé un cargo parce qu'il il le serrait de trop près. Donc là ça, c'est vraiment un problème de formation du personnel. Et ça, on dit, c'est quand même pas un bon signe. C'est pas Surtout un bon pour la signe. Marine, ce qui est quand même considéré comme le parangon Voilà. de l'armée américaine, hein, puisque la puissance américaine dépend du contrôle des mers, des Voilà. océans. Et dernière chose, il y avait une frégate américaine qui devait se faire ravitailler par un ravitailleur américain. C'est une manœuvre complexe, mais que les marines militaires, généralement, maîtrisent. Or là, elles n'ont pas maîtrisé, les deux navires se sont collisionnés. Donc, ouais, il y a plein d'informations où on se dit, ouais, est-ce que la formation du personnel de F-15 et la dernière version du F-15, qui est quand même un des avions, bon, il existe depuis longtemps, mais il a été rétrofité, remis à jour, etc. 2 F-15 abattus. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Quand on connaît la complexité de cet avion, quand on connaît son niveau technologique, d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'ils ont été les bombardés après, 2 avions, c'est quand même... ouais, c'est pas énorme. Mais enfin, c'est quand même symptomatique. Mais c'est peut-être simplement que c'est des armes qui ne sont pas adaptées à la façon de faire la guerre des Iraniens, comme vous disiez, qui est sur des armes locaux, sur des drones, sur ce type d'engagement. Oui, certainement. Certainement que là, le tournant du low-tech, low-cost n'a pas été encore pris ni par Israël, ni par les États-Unis. Mais ce tournant de low-cost, low-tech, il est arrivé en pleine guerre d'Ukraine. Quand, d'un côté, les Ukrainiens n'avaient pratiquement plus rien et qu'ils ont commencé à monter des drones avec des imprimantes 3D, mais à en produire des centaines, et quand de l'autre côté, les Russes se sont rendus compte que bombarder avec des avions et des pilotes, ça coûte très cher, et ils se sont tournés vers les drones Shahed qu'ils ont achetés à l'Iran avant de les produire sous licence. Drone Shahed qui coûte à peu près 25 000 francs ou 25 000 voilà, $, et qui permet de paralyser une défense antimissile quand même. Voilà. Donc là, c'est vrai qu'en termes de dépenses et d'efficacité... Ouais. Alors qu'un drone, beaucoup moins cher encore, peut intercepter un tank, par exemple. Oui. Alors, maintenant, on est en train de parler... Bon, ça, là, on quitte vraiment le domaine stratégique, on entre dans le domaine tactique. Sur le champ de bataille, en Ukraine, on parle de la zone de mort. Qui est C'est-à-dire, c'est plus ou moins les 15, voire 20 kilomètres qui s'étendent à partir de la ligne de front, donc dans l'arrière. Et où là, les drones sont omniprésents et où tout déplacement est pratiquement proscrit parce qu'il est immédiatement repéré. Et là, on est vraiment dans le low-cost, low-tech. On n'a même plus besoin de missiles anti-chars qui ne sont pas les plus coûteux, mais qui quand même se coûtent bien plus cher qu'un drone construit dans un atelier au fond d'un garage. Et ça nous bouleverse complètement, je vais dire, l'art de la guerre, parce que on n'a plus du tout la même conception tactique. Normalement, la ligne de front, elle est tenue par des points d'appui, des barrages qui sont occupés par un peloton de 10 hommes ou une section de 30 hommes. Or, maintenant, les groupes qui se déplacent dans cette zone, c'est 2 à 3 hommes. Parce que on va dire la morphologie du combat a complètement changé avec l'apparition des drones. C'est pas une nouvelle inédite dans l'art de la guerre. Hein. Faut pas oublier qu'en 14-18, c'est la même chose. Avec la mitrailleuse et l'artillerie, les soldats ne peuvent plus sortir de la tranchée, ou quand ils en sortent, c'est le massacre. Hein. Donc là, on a des exemples où on peut voir comment, en fait, on pourrait répondre
à cette menace. Mais il faut d'abord en prendre conscience et puis il faut élaborer une doctrine d'engagement, il faut former la troupe, ce qui n'est pas encore fait pour le moment en Europe. Et comment alors, qu'est-ce qui permettrait de répondre à cette nouvelle doctrine tactique? Alors, la doctrine tactique n'existe pas encore, mais on peut quand même s'inspirer de certains exemples. D'abord, l'exemple de la Première Guerre mondiale, où, comme je le disais, avec la mitrailleuse et l'artillerie, la surface est proscrite pour les combattants. Donc, bon, les combattants s'enterrent, mais après, on constate que l'artillerie est suffisamment puissante pour bouleverser toute la première ligne. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va se replier dans la profondeur. Et donc, on va laisser une zone tampon qui sera occupée faiblement, mais qui est là, au fond, pour amener l'adversaire à épuiser ses munitions. Donc là, on a des exemples qui sont assez facilement transposables à la situation actuelle. Et le but, c'est que plus l'adversaire s'enfonce dans les lignes de défense, plus il s'affaiblit. Parce qu'il aura déjà tiré ses drones, respectivement, il avait déjà tiré sa munition d'artillerie, il aura déjà tiré ses drones, et donc quand il arrivera sur les vraies positions solidement tenues, voilà, il va se casser les dents, il n'aura plus assez de drones pour pouvoir percer. On est sur des guerres de position, en fait, pour le moment, où oui. les lignes de front avancent très peu. D'ailleurs, tous ceux qui ont un peu, je dirais, observé la réalité des combats en Ukraine disent que c'est 14-18. Mais 14-18 avec des adaptations. C'est-à-dire ? Celle que je viens de dire, notamment, le fait aussi que on ne doit pas commencer à vouloir détruire des drones avec des armes trop sophistiquées, parce que là, on retrouvera le ratio coût-efficacité. Si pour détruire un drone, vous avez besoin d'une arme qui coûte 50 fois plus cher, c'est pas rentable. Donc là, il faut s'adapter. Et donc, il faut d'autres drones, en fait. Il faut d'autres drones, ou alors certains ont redécouvert des choses. L'art de la guerre, c'est une redécouverte permanente. On oublie les expériences et puis on les retrouve, on les redécouvre durement dans la dureté des combats. Pour rappeler une chose, pendant la guerre du Vietnam, le Vietnam du Nord avait créé, bricolé, parce que c'était des champions du bricolage, mais ça fonctionnait très bien, des mines antiaériennes. Des mines antiaériennes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on posait une grande quantité d'explosifs soit au sommet d'un arbre, soit alors sur un rocher. Et quand les avions passaient en basse altitude, on faisait sauter tout ça. Attention à votre micro. On faisait sauter tout ça, et ça créait jusqu'à 100, 200, 200 mètres d'altitude, mais c'était à la hauteur où les avions volaient. Avant, on avait un véritable mur de mitraille. Et donc, c'était très simple, mais c'était très efficace. Et à l'heure actuelle, on est en train de redécouvrir ce moyen. Alors, les Iraniens en produisent, mais en Europe, on a la Bulgarie. La Bulgarie propose maintenant, produit des mines antiaériennes qui ont une capacité de destruction, de créer ce mur de mitraille jusqu'à 300 mètres d'altitude. Donc c'est assez intéressant, mais on retrouve encore une fois, l'art de la guerre est une redécouverte permanente des leçons oubliées. Et là, si on est sérieux dans l'analyse des combats, on peut vraiment déjà retrouver un certain nombre de leçons et les adapter sans que ça soit, je dirais, une révolution complète. Aujourd'hui, la Bulgarie exporte ce système plutôt en Ukraine, en Russie? Alors là, je n'ai pas l'information. J'ai vu qu'elle le produisait. Je ne sais pas si elle l'exporte, mais elle le produit. Elle le propose sur le site de son complexe militaire ou industriel. Donc, mais sur la vente, je n'ai pas encore d'informations. L'Ukraine produit ses propres drones aujourd'hui. Oui. Est-ce que le pays est en train de devenir un leader mondial dans ce domaine-là? Quels sont les drones aussi qui sont produits concrètement dans le pays? Alors, c'est assez intéressant parce que ça a été vraiment la révolution. On a eu... La première fois qu'on utilise les drones sur le champ de bataille, c'est en 1982, les Israéliens dans l'opération Paix en Galilée, quand ils chassent l'OLP du Sud-Liban.
Et là, on utilise le drone uniquement comme un avion de reconnaissance sans pilote pour aller voir dans l'autre compartiment de terrain sans risquer un pilote, sans risquer une patrouille, etc. Et après, on a la deuxième phase qui est la phase de très haute technologie, évidemment, qui vient avec les États-Unis, les drones, les fameux drones Predator, qui sont capables d'être pilotés depuis la Californie, alors qu'ils sont en train de tournoyer au-dessus du Moyen-Orient et de détruire des cibles de manière extrêmement précise. Mais c'est encore un outil de haute technologie pour des frappes ponctuelles. On a un premier tournant au moment de l'affaire du Haut-Karabakh, quand l'Azerbaïdjan reprend le Haut-Karabakh, donc en 2020. En 2020. Et là, on a une première utilisation des drones de manière beaucoup plus importante pour détecter les défenses arméniennes. Et donc, ces drones interviennent dans une première phase pour faire en sorte que les radars antiaériens, qui n'étaient pas des radars de dernière technologie, mais enfin s'allument pour découvrir ces cibles. Et la deuxième vague, c'était ce qu'on appelle les drones kamikazes qui venaient et qui les détruisaient. Donc, et ça a été une des raisons de la victoire, parce que non seulement ils ont fait ça, mais ensuite, dans un terrain montagneux, ils ont ciblé les passages obligés par où les Arméniens voulaient amener leur renfort et ils ont fait sauter ces moyens. Et avec l'Ukraine, on a la troisième étape de cette évolution, c'est-à-dire que c'est désormais dans un garage, dans une arrière-cour, etc., où on produit ça en masse. Donc il n'y a pas de système industriel encore en Ukraine finalement. Je ne saurais pas vous dire. Ça commence. Et je pense mais c'est là que c'est assez intéressant. C'est que c'est devenu vraiment une affaire de geek. C'est-à-dire que vous avez le pilote du drone et il a avec lui un informaticien particulièrement habile, parce que si on constate qu'il y a ces drones sont télécommandés par ondes radio. Donc, en général, on cherche à brouiller l'onde radio. Et donc, le geek, sa fonction, c'est on en perd un, mais pour les suivants, on va changer de fréquence. Donc, vous avez des équipes, entre guillemets, pluridisciplinaires qui sont capables de gérer pratiquement l'évolution de la situation d'heure en heure. Donc, on a vraiment le niveau technologique qui descend pratiquement jusqu'au niveau du groupe de combat. Et en ce moment, les Ukrainiens privatisent leur défense aérienne. Aussi pour des raisons de rapidité, parce que si vous passez par une construction centralisée, etc., vous n'allez pas pouvoir répondre aux besoins immédiats. Or là, et c'est ce que Jacques Gensler nous disait, désormais, il faut prendre les outils du marché. La guerre au XXIe siècle, nous disait-il dans son analyse, la guerre du XXIe siècle, elle se fera avec les outils du marché et pas avec le complexe militaro-industriel. Donc là, on a véritablement une mutation, surtout en Ukraine. En Iran, c'est encore relativement classique, si on peut utiliser cette expression. Là, on a une véritable mutation au sens où tout se passe sur le terrain. Et en pratique, ça évolue sans cesse. Il n'y a pas 2 jours similaires dans la façon de combattre. Il y a aussi l'utilisation des drones à fibre optique. Alors oui. Les Russes utilisent essentiellement des drones à fibre optique. On a des photos, c'est assez intéressant. On voit des paysages qui sont recouverts de fibre optique. L'avantage de la fibre optique, c'est qu'évidemment, elle n'est pas brouillable. Maintenant, elle est quand même gênée par le terrain. S'il y a trop d'obstacles, en Ukraine, ce n'est pas vraiment le cas, mais si vous avez trop d'obstacles, style des barrières qui limitent qui délimitent les champs, etc. Si vous avez
lignes à haute tension, ouais, etc., là, vous êtes tout de suite embêté. Tout type d'infrastructure, en fait, sur le terrain. Quoi. Voilà. Et en Suisse, on l'a vécu. On s'y attendait pas, mais on l'a vécu quand on a acheté les missiles anti-chars. Parce que on les avait testés, comme toujours, avec beaucoup de soins, beaucoup de réflexion, etc. Et on s'est vite rendu compte que mais on l'avait testé évidemment sur des champs de tir, on n'allait pas commencer à tirer ça en pleine ville, quoi. C'est quand même normal. Et on s'est vite rendu compte que quand on faisait des exercices au plus près de la réalité, que dans nos champs, avec les clôtures, avec les haies, avec les forêts, les petites forêts, avec les lignes à haute tension, on était sans cesse embêtés. On était sans cesse embêtés. Et donc, on a dû restreindre la portée pratique pour tenir compte de ce handicap. Donc, les drones avec la fibre optique, dans un terrain comme l'Ukraine, qui est très ouvert, ça va. Mais dans un terrain qui serait plus compartimenté, c'est plus délicat. Et qu'est-ce que ça dit pour l'évolution de la situation sur le terrain en Ukraine, le fait que l'Ukraine devienne comme ça ce pays à la pointe de l'innovation en matière de drones? Est-ce que ça permettrait à l'Ukraine de prendre l'avantage à terme sur le terrain? Non. Parce qu'il faut voir une chose. La Russie, alors là, je suis vraiment assez catégorique. La Russie, dans cette guerre, elle joue au niveau stratégique et en général, c'est là où on gagne la guerre. Là, l'Ukraine, elle ne réagit qu'au niveau tactique, avec les drones. Et aussi, en plus des drones, maintenant, de plus en plus, on voit arriver des chenillettes télécommandées, etc. Je pense qu'en termes tactiques, ça va aussi amener des grands changements sur le champ de bataille. Mais le maître mot de la stratégie russe, c'est nous voulons désarmer, Poutine l'a dit à la veille du 24 février 2022, Poutine l'a dit, nous voulons désarmer l'Ukraine. Bon, nous, dans notre esprit, on se dit, voilà, ils s'imaginent que les Ukrainiens vont se mettre en colonne par un, puis déposer leur kalachnikov et puis recevoir une tasse de café. Comme les Bourbaki. Voilà, exactement. Et en fait, on se rend compte que désarmement, chez lui, a pris une véritable dimension, c'est pour ça que je parle de dimension stratégique, c'est vider l'Ukraine du bassin démographique des hommes en âge de faire leur service militaire. Donc c'est un désarmement démographique. C'est un désarmement démographique. Alors, je vais expliquer, parce que sinon on va se dire, mais... D'abord, prenons les chiffres. Au moment de son indépendance, l'Ukraine, en 1991-92, l'Ukraine a 51 millions d'habitants. Le dernier recensement remonte aux années 2000. Et en 2017, dans son ouvrage, le démographe français Emmanuel Todd dit, et on n'est pas encore dans la guerre, il dit, l'Ukraine, maintenant, on pense qu'elle est à 39 millions d'habitants. On est en 2017, 39 millions d'habitants. Et déjà là, il tire la sonnette d'alarme en disant un pays qui, en l'espace d'une ou deux décennies, perd pratiquement un quart de sa population, ça devient un trou noir en termes de qu'est-ce qui va devenir de ce pays. Or, maintenant, même les experts de l'OTAN, qui sont tous sauf pro-russes, disent l'Ukraine a 29 millions d'habitants. Et jamais elle va récupérer cette population perdue. Donc ça, c'est déjà... Et puis, alors ça, c'est la réalité démographique. C'est un pays qui aura perdu, en 4 ans, qui aura perdu la moitié de sa population. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Donc ça, en lien à la guerre uniquement. En lien avec la guerre. Alors, il y a ceux qui sont partis, il y a ceux qui ont été tués. On oublie aussi ceux qui sont définitivement estropiés parce qu'on a utilisé énormément de mines. Donc, beaucoup de gens n'ont plus de mobilité. Petit détail,
significatif. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a plusieurs villes, surtout les villes alémaniques en Suisse, Zurich, Berne, Bâle, qui ont envoyé d'anciennes rames de tram à Lviv, donc, qui est encore la ville la plus éloignée du front, mais aussi la plus importante. Bon, on s'est demandé pourquoi. Et en fait, parce que ces trams, qui sont comme ceux qu'on voit un peu partout, ils ont une entrée de plein pied. Et que les trams qui étaient hérités de la période soviétique, je ne sais pas si vous vous êtes promené une fois à Prague ou ailleurs, vous avez toute une échelle pour monter dans le tram. Donc, ils étaient impraticables pour les estropiés de guerre. Les estropiés de guerre. Donc, ça dit quelque chose. Ça dit quelque chose que c'est pas un phénomène marginal. Deuxièmement, la Russie a jamais cherché à envahir l'ensemble de l'Ukraine. Alors je sais que là-dessus je suis très 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 critiqué, mais la Russie n'a jamais voulu envahir l'Ukraine. Elle veut prendre la partie qui l'intéresse, c'est-à-dire la partie orientale qui est russophile, et là où il y a les grandes infrastructures industrielles. Qui date de l'URSS. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que la Russie a, dès le départ, utilisé massivement son artillerie. Massivement. Elle n'a pas tellement cherché à entrer, à lancer des attaques de grande envergure. Et je me base sur cette idée que là, volontairement, on a usé le potentiel démographique de l'Ukraine avec le feu, essentiellement le feu de l'artillerie, ce qui dans l'art de la guerre soviétique était vraiment D'ailleurs, dans l'OTAN, on parlait, au moment de la guerre froide, on parlait de l'artillerie soviétique, on disait « the red god of war », le dieu rouge de la guerre, donc ça en dit long. Et pourquoi je pense ça ? Parce que il y a la leçon de la guerre d'Espagne. La guerre d'Espagne, en 1936, la guerre civile espagnole, on a généralement considéré que Franco était un politicien habile, le général Franco, donc le chef ce qu'on appelait les loyalistes, était un général, un politicien habile, mais un très piètre stratège parce que, précisément, il n'avait jamais cherché à des victoires rapides. Quand il aurait pu foncer sur Madrid, il était parti sur Tolède, etc. Quand il aurait pu faire une percée, et il faisait un détour. Puis, bon, on a dit, avec ça, il a prolongé la guerre dans tout cas 2 ans. Et quand maintenant les archives de la guerre civile espagnole sont sorties, ont été étudiées, ont été publiées, on s'est rendu compte, vraiment, effectivement, que c'était volontaire. C'était volontaire. Dans ses notes d'état-major, il écrit « À quoi sert-il de vaincre son adversaire si le pays reste infesté de vos ennemis ?» Il parlait des républicains espagnols. « Reste infesté de vos ennemis. » Et on va dire, c'est ce qu'on a pris pour des erreurs, des hésitations stratégiques, avait vraiment pour but de casser le potentiel démographique des républicains. Et je suis vraiment convaincu, je l'ai pensé après, un peu de temps après le démarrage de la guerre, que c'est aussi l'objectif de la Russie. C'est pour ça que je dis que la Russie joue à un niveau stratégique, l'Ukraine joue à un niveau tactique, elle cherche à répondre. Mais avec des opérations quand même assez impressionnantes, de destruction de léoducs. Ils ont tapé notamment sur les ports russes tout à fait. Etc. Mais on voit que c'est ce qu'on appelle des coups fumants, mais c'est pas ça qui va arrêter la machine de guerre russe. Et pourquoi la Russie ne veut pas envahir l'ensemble de l'Ukraine ? Bon, d'abord, la partie ouest de l'Ukraine est europhile. Elle n'est pas russophile, elle est europhile. Donc pourquoi se mettre sur les bras un pays qui vous est hostile ? Et puis, deuxièmement, la Russie, alors là, elle a un vrai problème, elle aussi, elle a un problème démographique. C'est ce que j'allais dire, sa démographie n'est pas en meilleur état. Elle n'est pas en meilleur état. Et donc, c'est la raison pour laquelle que dans les grands combats, les combats en zone urbaine qui sont les plus meurtriers, elle a pratiquement toujours engagé des supplétifs. Donc, Mariupol,
la grande bataille de Mariupol dans la ville industrielle, elle a engagé les milices tchétchènes. Avriivka, c'est les Wagner. Koursk, c'est les Nord-Coréens. Donc ça, c'est aussi assez symptomatique où Vladimir Poutine veut économiser le potentiel démographique russe parce qu'il sait très bien qu'il n'est de loin pas inépuisable et il est, en tant qu'ancien communiste, en plus membre du KGB, il sait très bien que c'est les soldats russes tués en Afghanistan au moment de l'affaire, au moment où l'Union soviétique envahit l'Afghanistan, c'est le retour des soldats morts qui va être un des premiers éléments déstabilisant l'Union soviétique, avec le mouvement des mères de soldats, l'arrivée des cercueils qu'on ne peut pas ouvrir, etc. La question aussi, c'est combien de temps la Russie peut tenir. Alors, Emmanuel Todd, dans son livre sur l'effondrement de l'Occident, Oui. parlait de 5 ans. Alors, on est à 4 à peu près. Que pensez-vous de ces projections, de cette capacité de maintenir cette position? Vous parlez de la Russie? De la Russie, oui. Alors, la Russie, en termes industriels, on va dire, je simplifie un peu, elle va très bien. Elle a toutes les ressources qui sont nécessaires sur son territoire, elle forme des ingénieurs et elle en forme énormément, donc sa capacité industrielle est bonne. Et elle bénéficie des prix hauts du pétrole et des hydrocarbures aujourd'hui. Voilà, en plus. Et il ne faut pas non plus, on dit dire, ah oui, alors ça c'est le discours de Madame von der Leyen, qui est malheureusement à des années-lumière de la réalité. Ah oui, désormais on va se passer du pétrole russe. Franchement, ils rigolent. Parce qu'ils le vendent à l'Inde, ils le vendent au Pakistan, ils le vendent à la Chine. C'est plutôt pour le gaz que c'est compliqué de se passer en Europe. Bah oui, c'est ça. Et là, l'Europe s'est mis vraiment une balle dans le pied. Parce que n'oublions pas, qui a été l'artisan du Nord Stream 1, c'est le chancelier Schröder. Schröder a eu, avec son gouvernement et l'appui du Parlement, une vision géopolitique absolument géniale. Il s'est rendu compte que le nucléaire serait toujours sous contrôle étranger. L'Allemagne étant la perdante de la Deuxième Guerre mondiale, n'étant pas une puissance nucléaire, etc. Si on développait le nucléaire civil en Allemagne, on aurait toujours les bâtons dans les roues par les États-Unis, etc., etc. Donc, il fait le premier Nord Stream qu'il fait passer par la mer Baltique, c'est-à-dire sans intermédiaires territoriaux entre la Russie et l'Allemagne. Intermédiaire qui était traditionnellement la Pologne et l'Ukraine. Voilà. Hein. Et pour que personne puisse fermer le robinet. Et avec ça, on a le décollage de l'économie allemande. À partir de 2006, l'Allemagne exporte Weltmeister. Et comment elle y arrive? Elle y arrive. Normalement, une puissance une puissance industrielle devient championne des exportations quand elle arrive à écouler une grande partie de ces produits sur le marché national, et que donc l'amortissement se fait au niveau national, et à partir de là, elle peut aller au niveau international avec des prix très compétitifs. Or, l'Allemagne n'a pas fait ça. L'Allemagne, elle a comprimé le coût du travail. Elle a comprimé le coût du travail de manière extrêmement drastique. Un ingénieur gagnait 1 200 €. Socialement parlant, effectivement, ça a créé des remous. Et il a eu l'appui des syndicats pour ça. Et l'Allemagne a été pendant plusieurs années Export-Weltmeister, qualité de ses produits, mais aussi le fait que les coûts les coûts de production diminuant parce qu'on diminue le coût du travail, ils étaient très concurrentiels sur le marché international. Donc l'Allemagne, maintenant, elle a tout perdu. Elle a tout perdu, elle n'a plus le gaz russe bon marché, voilà, et son économie est au point mort. Et je ne vois pas comment elle peut remonter. Bon, elle a le charbon. Elle va l'utiliser en tout cas jusqu'en 2031, on verra après. Elle a un charbon qui est à fleur
je dirais, à fleur de peau. Donc, elle n'a pas besoin, comme en France, en Royaume-Uni ou en Belgique, de creuser dans la profondeur pour aller trouver le charbon. Elle l'a à fleur de terrain. En revanche, elle doit quand même raser des fois des villages. Oui, absolument. Parce que ça, on a vu des images comme ça. Ça, c'est impressionnant. Hein, parce qu'au fond, quand il récolte le charbon, c'est un peu comme une moissonneuse-batteuse. Hein, donc, mais après, effectivement, quand il y a un village en travers, voilà. Mais maintenant, je ne sais pas comment l'Allemagne peut sortir de l'ornière dans laquelle elle se trouve. Ça, effectivement, l'avenir le dira. Si on revient à l'Ukraine et aux drones, ça me fait penser à la visite de Zelensky récemment au Proche-Orient. Oui. Il a fait le tour un peu des pays, l'Arabie Saoudite, etc. Il y a 200 conseillers militaires qui sont partis aussi dans la région, notamment en Libye. Il y a eu aussi Turquie, Syrie. C'était quoi les buts de ces visites? C'était effectivement aussi exporter ses connaissances dans le combat de drones, puisqu'on voit qu'Israël, finalement, n'arrive pas à résister à ces attaques iraniennes. Est-ce que c'était ça le but? Alors, bon, je pense qu'il y a évidemment ce but-là. Et puis, d'autre part, il y a quand même le but économique, le but diplomatique de créer du goodwill partout où il peut le faire. Donc, jusqu'à maintenant, il avait l'Occident, et là, il essaye d'ouvrir une porte avec les monarchies pétrolières du Golfe arabo-persique. Alors, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que, je dirais, nous aurons des problèmes en Europe une fois qu'il y aura un cessez-le-feu en Ukraine. Pourquoi ? Parce que c'est exactement ce qu'on voit. Maintenant, leurs meilleurs ingénieurs sont évidemment demandés par les pays arabes, par d'autres, etc. Et de ce côté-là, ils n'ont pas de souci à se faire. Mais tout le reste de l'armée ukrainienne, ça n'est pas une armée, c'est pas une armée régulière. Il y a un historien ukrainien qui l'a dit dans un interview à The Economist. Notre armée, elle est faite il utilise l'expression, d'unités semi-privées. Et c'est vrai, c'est des groupes paramilitaires. Qui se présentent comme... Mais si vous regardez leur dénomination, c'est la brigade autonome, le régiment d'assaut, la division, etc. Donc, ils ont tous des dénominations qui montrent que ce sont des entités qui ne sont pas intégrées dans un organigramme militaire d'ensemble. Et moi, mon grand souci, c'est qu'une fois que le cessez-le-feu arrivera, d'ici peut-être une année, comme ça, que vont faire ces gens ? C'est-à-dire qu'ils vont venir, ils vont être recrutés dans les armées européennes, ils vont peut-être aller au Proche-Orient. Oui, certains. Mais on n'a pas les moyens de recruter une centaine de milliers de soldats. Hein, on n'arrive déjà pas à entretenir les nôtres. En revanche, on a en Europe des organisations criminelles. De type mafieuse. Voilà, qui, elles, sont tout à fait prêtes à engager des pilotes de drones pour attaquer un commissariat. Ça se fait déjà au Mexique, hein. Ça se fait déjà. Hein. Attaquer un commissariat, attaquer une cible que l'on veut effrayer, etc., etc. Puis là, vous avez un bassin de recrutement qui sera non seulement de gens compétents, mais qui seront à la recherche d'un emploi. C'est pour ça que vous parliez de guerre civile. Hein. J'ai vu des interventions où vous dites qu'il y a un des risques, c'est justement l'exacerbation des tensions dans nos pays. Oui, guerre civile, pas au sens où on l'entend entre le XVIe et le XIXe siècle. Hein. Guerre civile entre le XVIe et le XIXe siècle, c'est les catholiques contre les protestants, le nord contre le sud, les bleus contre les blancs, etc. Donc c'est une faction qui n'est pas encore assez forte pour prendre le pouvoir et une faction qui n'est pas assez faible pour, au fond, accepter que l'autre le prenne. Et ces deux factions se font la guerre. Hein. C'est typiquement la guerre de sécession, c'est typiquement les guerres de religion, etc. Attention au micro. C'est le Sonderbund en Suisse, voilà. C'est le Sonderbund en Suisse. Heureusement, ça a été très court et très peu de victimes. Mais là, on est dans un autre schéma. On est dans un autre schéma qui est, au fond, d'abord assez moléculaire,
avec une dialectique qui est plus celle du Sud contre le Nord, des catholiques contre les protestants, des bleus contre les rouges, etc. Mais une dialectique qui est celle des marges en révolte et de la masse pacifiée, désarmée, mais très productrice. Et donc là, on a une dialectique qui est celle de producteur-prédateur. Et c'est là que je vois un gros souci. Et pour ça, je signale systématiquement qu'il faut regarder ce qui se passe au Mexique. Parce que là, ils ont ce problème belligène et qui est complètement faussé parce qu'évidemment, l'économie de la drogue permet d'acheter tout le monde. Et on voit que dans les pays du sud de l'Europe, notamment en Italie, etc., c'est quand même ces économies parallèles là sont déjà très, très fortes et très puissantes. Donc on peut imaginer qu'effectivement il y ait un bassin potentiel de développement de ces problèmes. Alors, en Italie, les mafias sont effectivement très puissantes, mais la seule chose qu'ils ne veulent pas, c'est qu'on parle d'elles. Leur activité est, je dirais, cachée. Et donc, quelque part, elles font le ménage. Si vous regardez, l'Italie, c'est la porte d'entrée en Europe de la plupart des courants migratoires. Or, vous n'avez aucun mouvement islamiste qui s'est ancré, qui s'est développé, qui a lancé des attentats, etc. C'est pas, à mon avis, là je suis dans une pure conjecture, c'est pas parce que l'État italien est particulièrement performant, mais parce que on a je dirais, une organisation occulte qui est la mafia, ou qui sont les mafias, qui ne veulent pas qu'on empiète sur leur plate-bande. Et en France, ça se passe comment ? En France, ce facteur n'existe pas. Et donc, en France, on a, je dirais, cette situation de dialectique producteur-prédateur. Parce que il n'y a pas les narcos sont en compétition les uns contre les autres. Les banlieues sont organisées en gangs, mais très très locaux, etc. Donc la France, c'est pas du tout ce même contexte. Et pour revenir aux États-Unis, vous disiez en tout début d'entretien qu'ils étaient en déclin final. Oui. Alors ça me fait penser effectivement à ça quand on parle du Mexique et des gangs au Mexique, etc. Oui. Donc les États-Unis, déclin final, qu'est-ce que vous entendez par là exactement ? Alors d'abord, il faut commencer par rappeler que l'idée du déclin des États-Unis, elle a été formulée la première fois par l'historien anglais Paul Kennedy dans son ouvrage qui est sorti en 1989 à peu près, Naissance et déclin des grandes puissances. C'était en principe un ouvrage universitaire qui aurait dû se vendre parfois à quelques initiés, mais le dernier chapitre sur les États-Unis parlait du déclin relatif des États-Unis. Et donc l'ouvrage a connu un succès phénoménal. Mais c'était pas simplement une idée comme ça. Paul Kennedy a sorti une grille de lecture montrant systématiquement, pour le cas de l'Autriche-Hongrie, de l'Angleterre, de la France, de l'Espagne, de l'Allemagne, etc., qu'une grande puissance accède, on va dire, au leadership pour des raisons essentiellement économiques, parce que son économie est forte, parce que sa production industrielle est de grande qualité, mais qu'une fois qu'elle arrive au sommet, elle se trouve confrontée à une autre réalité. Là, elle doit conserver les alliances, conserver les alliés qu'elle s'est faites pour garantir son hégémonie. Et ça commence à coûter cher. Et à un moment donné, le rapport coût-efficacité, coût-bénéfice s'inverse, c'est-à-dire que les coûts nécessaires au maintien de l'hégémonie sont plus importants que les bénéfices qu'on peut en tirer. Et les États-Unis, en 1989, Paul Kennedy le montrait de manière déjà assez intéressante. Et à l'heure actuelle, si on regarde le discours de Trump dans sa campagne électorale, c'est exactement ça. Il dit aux Européens, on ne paiera plus pour vous. On ne paiera plus.
On en a marre de dépenser de l'argent en Europe. On veut se reconstituer chez nous. Son analyse, elle était parfaitement logique. Alors après, la façon de l'exprimer, hein, on peut en discuter. Mais son analyse était parfaitement logique. Le rapport coût-bénéfice entre le leadership américain et le coût qu'il entraîne et les bénéfices, c'est devenu, il s'est complètement inversé. On le voit avec la dette américaine, d'ailleurs. Voilà. Et ajoutons à cela la désindustrialisation. Hein. Les États-Unis ne forment plus d'ingénieurs. Ils sous-traitent tout. Et ils sous-traitent à qui? Ils sous-traitent en Chine, que ce soit le civil, que ce soit le militaire. Et on voit l'industrie automobile aux États-Unis. La première marque de voiture vendue aux États-Unis, c'est Toyota. Japonais. Hein. Donc, Airbus est en train de tailler des croupières à Boeing un peu partout dans le monde. Il n'y a que le militaire où les États-Unis ont encore un certain avantage. Pour combien de temps, c'est difficile à dire. Et est-ce que les efforts entrepris par Trump, ou en tout cas ses volontés d'entreprendre des efforts dans une réindustrialisation américaine, ont quand même porté leurs fruits, ou là aussi, comme dans d'autres domaines, aujourd'hui on voit effectivement que Trump est décrié un peu partout, oui. Même dans sa base MAGA. Est-ce qu'il y a quand même eu finalement cette volonté de réindustrialisation? Est-ce qu'elle s'est concrétisée d'une certaine manière? Alors, je n'ai pas une analyse approfondie, mais a priori, non. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas réindustrialiser un pays quand on ne forme plus d'ingénieurs, ni de techniciens, ni d'ouvriers qualifiés. C'est pas possible. Et là, son idée, c'était de dire... Je vais hausser les droits de douane. Comme tout le monde veut exporter vers les États-Unis, les droits de douane vont être efficaces et donc les entreprises vont s'installer aux États-Unis ou les États-Unis eux-mêmes vont recréer les entreprises. C'est illusoire, quoi. C'est illusoire. On ne reconstruit pas un tissu industriel avec simplement de l'argent. Le système éducatif américain, il est complètement défaillant. Et le système de santé qui est en adéquation avec le système éducatif, il est aussi complètement défaillant. Donc, comment voulez-vous reconstruire un tissu industriel dans de telles conditions? Là où les États-Unis sont encore très, très forts et leaders mondiaux, c'est tout ce qui est intelligence artificielle, services financiers. Services financiers, mais, alors, oui, dans l'intelligence artificielle, oui, mais n'oublions pas une chose, et ça c'est symptomatique, le iPhone, on a tous un iPhone, voire deux, hein. Il n'y a pas une seule pièce du iPhone qui est produite aux États-Unis. Pas une seule. Les pièces stratégiques sont produites en Autriche et à Taïwan, et le montage se fait en Chine. Et déjà, Barack Obama avait approché Steve Jobs pour lui dire, mais est-ce qu'on ne pourrait pas rapatrier un peu de la production aux États-Unis? Donc ça veut dire que les prédécesseurs, même s'ils n'étaient pas républicains, ils étaient déjà conscients de ce problème. Et Steve Jobs lui a expliqué que non, quoi, c'est pas possible. C'est pas possible. Économiquement, c'est trop cher. C'est trop cher, et puis vous n'avez pas le personnel. Vous n'avez pas le personnel. C'est vrai que c'est pas en 4 ans qu'on reforme et on reproduit Et là, Emmanuel Todd aussi, dans son livre le déclin de l'Occident, il dit, regardez les formations que les jeunes Américains choisissent. C'est médias, finance et économie, genre conseil économique. Parce que c'est là que vous avez les gros salaires. Bon, hein, c'est de l'air. C'est pas... Si la Suisse vivait comme ça, regardez, là, vous me dites là, le service financier. Mais le service financier, on va dire que ça profite à une petite élite. J'étais assez frappé de voir, ça ne concerne pas les États-Unis, mais il y avait une statistique qui sortait. Alors, le Royaume-Uni était dans ce listing la 4e économie d'exportation au monde. Puis je me suis dit, mais c'est pas possible.
Ils ne produisent plus de voitures, ils ne produisent plus d'avions, ils ne produisent plus d'électronique. En quoi ils peuvent être une puissance exportatrice? La quatrième. Bon, alors, hein, les grands étaient loin devant, mais quand même la quatrième. Et après, vous lisez l'article, vous lisez la description, ben, c'est les bénéfices financiers de la City de Londres. Ah ouais. Donc là, c'est même pas les États-Unis, c'est Londres en fait. Londres, oui. Mais là, je parle du Royaume-Uni. Ah, c'est ça. Le Royaume-Uni, quatrième puissance exportatrice au niveau mondial, selon cette analyse. Mais est-ce que qui en profite? C'est des tractations financières. D'ailleurs, si on prend le secteur de l'intelligence artificielle, la Silicon Valley, du coup, elle est totalement dépendante des puces de Taïwan et de la production des processeurs, des cartes graphiques qui ne sont pas produites aux États-Unis. Alors, certains analystes disent oui, mais alors la masse des salaires, parce qu'évidemment, c'est là qu'on a les très très gros salaires, elle est majoritairement aux États-Unis, mais elle ne donne pas du travail aux Américains. Pour revenir à l'Europe, parlons de la Suisse un peu et de l'armée suisse. Alors, on a parlé des F-35, qui probablement, d'après ce que vous dites, ne risquent pas d'arriver de sitôt en Suisse. Je pense malheureusement non. Mais pour parler de l'armée suisse, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur son état, son rôle et sa fonction aujourd'hui telle qu'elle existe? Alors, bon, je ne suis pas dans le secret des dieux, donc je peux vous donner un avis extérieur. Ce qui fonctionne très bien, c'est le système des écoles de recrues et le système des cours de répétition. Et là, on a quelque chose qui a trouvé son rythme de croisière, qui fonctionne bien, et qui d'ailleurs est envié, est envié par tous nos voisins. Donc ça, c'est quelque chose Donc pour vous, c'est pas un problème. Certains disent que c'est un problème. Non, je ne pense pas que c'est un problème. Pourquoi ce serait un problème? Je pense qu'au contraire, avec le fait que de plus en plus, ce sont les connaissances civiles et le matériel du marché qui vont devoir être intégrés, et comme je le disais tout à l'heure, selon le principe du geek, on est beaucoup mieux placé avec des jeunes qui ont fait un apprentissage d'informaticien ou un apprentissage de mécanicien ou qui ont fait un master en informatique qu'avec des gens qui s'engagent à 18-19 ans et qui font que ça jusqu'à 35-40 ans. Donc de ce côté-là, non, je vois pas le problème, au contraire. Et puis cette notion du citoyen soldat, du citoyen en armes, elle est, on va dire, inséparable de la notion de la démocratie directe. Donc les deux tout font que les citoyens et citoyens suisses ont véritablement leur destin entre leurs mains. Donc ça, c'est fondamental et il ne faut jamais l'oublier ni le négliger. Après, si on arrive au niveau, on va dire, militaro-stratégique, là, on a plus de soucis parce que on n'a plus de stratégie. On avait quand même une conception stratégique assez élaborée pendant la guerre froide. Qui était laquelle, d'ailleurs? C'était la défense du territoire, avec un territoire vraiment densément fortifié, tenu par des unités d'infanterie, et avec des réserves blindées capables de contre-attaquer là où il y avait éventuellement une percée. Et le tout avec des renforcements de terrain, on les voit encore, les fameux Toblerone, les bunkers, etc. Donc là, on avait une vision qui était claire. On va se battre dans la profondeur du territoire et on va vraiment essayer d'amortir le choc de l'attaque dans un dispositif extrêmement profond. C'était bien vu parce qu'il y avait quand même toujours le risque d'avoir une attaque nucléaire tactique, et le fait d'avoir une défense dans la profondeur permettait de se dire, bon,
cette attaque nucléaire tactique, elle pourra peut-être percer une ligne ou deux, mais ensuite, il y en a encore 3, 4, 5 ou 6 derrière. Donc ça, maintenant, on n'a plus tellement de stratégie. L'armée n'a pas de doctrine d'engagement par rapport à la menace. Il faut dire que là, la classe... Quelles seraient ces menaces, justement? Vous parlez de menaces. J'y viens tout de suite, mais il faut quand même pas exonérer la classe politique suisse de la lourde responsabilité qu'elle a dans ce domaine. Et c'est pas seulement la gauche. La gauche a inscrit au sommet de son programme la suppression de l'armée. Bon. Mais la droite a laissé faire. La droite a laissé faire. Et n'oublions pas que les chefs de département qui se sont succédés pratiquement depuis la fin de la guerre froide venaient tous de l'UDC. Et que celui qui a, on va dire, perdu le vote sur les Gripen. Et d'ailleurs, si maintenant on avait les Gripen, on aurait peut-être un peu moins de soucis immédiats avec notre défense aérienne. C'est quand même le conseiller fédéral Willy Maurer. Donc, UDC, effectivement. Voilà. Alors, donc là, je dirais, la classe politique suisse, droite, gauche confondue, est là Et puis, les intellectuels universitaires qui n'ont pas arrêté de dire que la Suisse avait avait une vision attardée de la situation, qu'il fallait s'engager au niveau international pour le maintien de la paix, etc. Ou dans une défense européenne qui n'a jamais vu le jour. Hein. Et une fois, j'avais dit, mais alors, qu'est-ce qu'on fait? On est dans une défense européenne. On envoie nos F-18 bombarder la Libye. Mais c'est l'OTAN aujourd'hui, la défense européenne. Oui, voilà. Et donc exactement. Là, il y a une volonté de rapprochement avec l'OTAN, on le voit. Voilà. On verra ce que ça donne. Mais alors, qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut aller bombarder la Libye ou bombarder l'Ukraine ou bombarder la Russie? Faudrait quand même aller au bout des choses, hein, parce qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc, voilà. Alors, maintenant, vous me disiez... Les menaces. Les menaces. Alors, je ne pense pas qu'on risque, ni en Europe, et encore moins en Suisse, une attaque de la Russie. Permettez-moi de sourire quand même en disant que tous ceux qui nous ont annoncé ça, 2 ans avant, nous annonçaient que la Russie était en train de perdre la guerre, que les Ukrainiens allaient les renvoyer jusque derrière l'Oural et que Vladimir Poutine était quasiment fini. Et depuis fin 2024, ils ont changé complètement leur fusil d'épaule, sans expliquer pourquoi, en nous disant « Ah, attention, la guerre va éclater, la Russie va nous attaquer. » Alors, on a même un expert allemand qui avait dit que l'été 2025 serait le dernier été de paix. On voit qu'on est en train d'analyser la guerre d'aujourd'hui avec les critères de celle d'hier, ce qui est la grave erreur en prospective militaire. Donc, moi, je vois pas ça. En revanche, je vois une situation quand même assez belligène, comme je le disais tout à l'heure, entre marche en révolte et masse désarmée, pacifiée. Et alors, en ce sens-là, j'ai utilisé le schéma de l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023 en disant, voilà, ça c'est un scénario plausible. Alors, Suisse. On va lire en Europe. C'est un scénario plausible parce que, qu'est-ce que c'est? Alors, encore une fois, hein, je ne prends pas position pour ou contre le Hamas et je ne suis pas en train de justifier le génocide de Gaza par Israël. Non. Mais en dépassant ça et en regardant les forces en présence, qu'est-ce qu'on peut dire? Gaza, c'est une banlieue en révolte à côté d'un État qui, alors, lui, est plutôt autoritaire et militaire, et cette banlieue en révolte, elle lance une attaque.
Et là, ça commence à devenir, à mon avis, intéressant. Ça commence à devenir intéressant. Parce que ils ont attaqué avec des drones, aussi des bricolages. Ils avaient même des espèces de motos équipées de parachutes ascensionnels pour franchir les barrières, etc., etc. Ils sont arrivés, ils ont pris des otages et ils sont repartis dans leur réduit à Gaza. C'est un peu ce qu'on pourrait vivre en Europe. Et est-ce qu'on y est préparé ? Non. Et puis, est-ce qu'on se prépare à la bonne guerre ? Parce que là, avoir des F-35 et des Patriotes, ça ne sert pas à grand-chose. De même que des chars. Alors, le char, on peut discuter. Mais contre un drone, par exemple, ça ne sert à rien. Donc... Non, mais la situation de cette attaque, elle est assez intéressante. C'est que pendant cette nuit-là, du 7 octobre 2023, l'armée israélienne était aveugle. Parce que les combattants du Hamas ont détruit tous les organes d'écoute et les caméras. Donc, l'armée israélienne, elle était aveugle, elle n'a pas osé, et ça, je dirais tactiquement, ça se comprend, elle n'a pas osé se déployer sans savoir où ils étaient, de peur de tomber dans une embuscade. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que dans les kibboutz, à la périphérie de Gaza, encore une fois, je fais une analyse stratégique, tactique, sans prendre... sans jugement. Sans jugement. Ouais. Et à la périphérie, alors, les kibboutz qui ont résisté, les gens n'ont pas été pris en otage. Et cette résistance, c'était des gardes locales. Et les gens qui ont réagi dans les kibboutz, ils ont réagi, on va dire, en fonction de leur estimation personnelle de la situation. Ils n'avaient aucune information venant d'en haut, ils ne savaient rien. Ils ont entendu les tirs de roquettes, ils ont entendu les tirs de mitrailleuses, et dans les kibboutz ou les quartiers urbains où les gardes ont donné l'alerte, c'était d'ailleurs souvent des femmes, ont donné l'alerte, ils ont résisté toute la nuit, avec des moyens tout à fait type soldat suisse, le fusil à la maison, et ils ont résisté toute la nuit, et voilà, ils n'ont pas eu d'otages pris. Et il y a même une anecdote assez frappante, c'est un père et son fils qui ont défendu leur maison, chacun avec leur pistolet. Alors on se dit, mais attention, du côté du Hamas, ils avaient pas de chars, mais ils avaient des lance-roquettes, des mitrailleuses, des armes automatiques, des explosifs, etc. Et vous avez deux gars qui, chacun avec leur pistolet, ont réussi à tenir toute la nuit et à protéger leur famille. Mais n'oublions pas que c'est un raid. C'est un raid qui visait à quoi ? À détruire les infrastructures de surveillance et à faire des otages. Quand, dans un raid, vous avez une résistance trop importante à un endroit, vous contournez, vous passez à l'étape suivante. Vous n'êtes pas là pour faire du... Parce qu'il faut aller vite. Voilà. Il faut aller vite et vous avez des objectifs clairs. Vous ne pouvez pas les remplir par là, vous passez ailleurs. Et ça, pour moi, c'est déjà un scénario sur lequel on doit commencer à plancher. Ensuite, le deuxième scénario sur lequel on doit plancher, c'est l'attaque par les drones. Parce que là, c'est vraiment... on va dire, c'est le low cost, low tech à la portée de tout le monde. Vous pouvez paralyser un pays avec ça. Et vous avez une initiative en Suisse qui dit, un certain nombre de parlementaires qui disent, il faut donner aux grandes infrastructures critiques, les centrales nucléaires, les centrales électriques, les barrages, les centres de données, etc. Il faut leur donner la liberté d'organiser eux-mêmes leur défense antiaérienne. Et ça, je pense que ça, c'est une bonne idée. C'est une très bonne idée. Et là, je vais peut-être vous faire sauter en l'air, mais qui est-ce qui vient nous récupérer quand on est à une randonnée en montagne et qu'on s'est cassé la figure au fond d'un ravin ? La Rega. La Rega, c'est quoi ? C'est une fondation privée. C'est une fondation privée. Ouais. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas une Rega militaire ?
Alors vous allez dire que peut-être ce soir j'ai un peu exagéré sur le vin rouge, c'est pas le cas, mais voilà, hein, il y a une flexibilité à retrouver. L'Ukraine l'a retrouvée au niveau tactique, forcée et contrainte. Forcée et contrainte. Mais les procédures qu'on a, mais c'est pas seulement la Suisse, les procédures qu'on a dans la plupart des États, les procédures d'acquisition d'armes, généralement 5 à 6 ans, voire plus. Ça va pas. Les armes sont obsolètes, fait, une fois qu'elles arrivent dans le pays. Ou bien elles sont même plus produites. Parce qu'on est passé à l'échelon supérieur, où on a trouvé quelque chose d'encore plus efficace ailleurs. Mais la crainte est peut-être une privatisation du militaire, comme on a vu aux États-Unis avec Blackwater et ce genre de forces paramilitaires privées qui se sont déployées en Irak notamment, et qui ont fait quand même pas mal de scandales parce qu'il y avait cette privatisation de l'armée. Tout à fait. Alors, je pense qu'on a quand même chez nous une culture de la citoyenneté en armes qui est suffisante pour, je dirais, éviter ce genre de dérive. En plus, les États-Unis ont créé le système des contractors précisément pour la dérive que vous signalez, c'est-à-dire faire de la guerre par procuration, pouvoir s'engager sans devoir passer devant le Congrès parce que c'est pas des soldats américains, pouvoir les engager un peu n'importe où pour le sale travail en Irak, en Afghanistan et ailleurs, parce que ça arrange tout le monde, Donc si c'est pas une solution de type contracteur, mais si une certaine flexibilité en Suisse est introduite, ça se fait dans un cadre de citoyenneté. Et au plus proche de la réalité. Ça signifie pas qu'on peut pas définir un cadre légal, mais je crois que la comparaison avec les contractors américains, elle est pas du tout adaptée à notre situation, parce que les contracteurs, que ce soit parce qu'il n'y a pas que les Américains, qui ont les Britanniques aussi, ou les Russes avec Wagner, ils le font dans un objectif, on va dire, d'hégémonie. Parce que envoyer des soldats russes en Afrique, c'est difficile. S'il y en a un qui rentre, s'il y en a 2, 3 qui sont éliminés, on est toujours tout de suite dans une procédure étatique. Que faisaient nos soldats là-bas? Qui a donné les ordres? Pourquoi ont-ils été tués? Vous envoyez des contracteurs. Trou noir. Ouais, voilà. Voilà. Et en Suisse, comment vous imagineriez ce dialogue qui pourrait exister entre l'armée, qui existerait toujours en tant que structure aérienne, et ces troupes de citoyens plus mobiles, de défense, qui font penser à la P26 d'ailleurs? Non, la P26, c'était vraiment une armée secrète. Qui avait pour but ce qu'on appelle de faire la stay behind party. Donc, le pays aurait été envahi par l'Union soviétique et ces gens-là seraient organisés en réseau pour organiser la résistance et informer un éventuel allié qui serait venu ensuite nous libérer. Donc on n'est pas du tout dans cette logique, parce que les gens de la P26, personne ne savait qu'ils en faisaient partie, à part eux-mêmes. Hein, c'était quand même quelque chose de très très secret. Mais là, non. Pourquoi? C'est quelque chose de tout à fait ouvert. Encore une fois, je prends l'exemple. On a les corps de pompiers sont des corps de milice. Et ça fonctionne très bien. Hein. Ils ont des temps des délais d'alerte, etc. Ils ont leur matériel à disposition chez eux. On a la culture pour faire ça sans penser à un coup d'État, sans penser à ce genre de choses. On a la chance d'avoir encore une culture civique. Hein. La plupart de nos institutions fonctionnent selon le principe de la milice. Même le Parlement, régulièrement, on parle de le professionnaliser, mais on a cette grande chance d'avoir une culture de la citoyenneté. La démocratie directe, dans n'importe quel autre pays, ce serait le chaos, ce serait le bazar. Hein, chaque fois qu'on leur donne la possibilité de voter, ils votent pas sur la question. Ils votent pour sanctionner le gouvernement en place. Les Britanniques, ils n'ont pas voté contre l'Europe, ils ont voté contre le gouvernement en place parce que on tenait pas assez compte de l'immigration, etc.
de la désagrégation du tissu industriel, du système éducatif en lambeaux, etc., etc. Non, on a cette culture. Donc moi, là, je suis vraiment très, très confiant. On arrive à discuter de tout, sans qu'il n'y ait aucune dérive. On a même réussi à discuter sur l'achat d'un avion, sans que ça dégénère. Alors après, on peut dire oui, celui-là, il n'a pas fait son boulot, etc. Mais on est un système relativement unique dans ce sens-là. Le philosophe allemand, là, qui est quand même un des grands philosophes à l'heure actuelle, Peter Sloterdijk, j'espère que je massacre pas trop son nom, qui est vraiment un des grands philosophes allemands dans la pure lignée de Heidegger, etc., qui a fait un entretien à la NZZ en fin mars, dans lequel il dit exactement ce que je viens de dire. Il le dit beaucoup mieux que moi parce que c'est un grand philosophe, mais il a vraiment compris l'essence de cette démocratie au plus près du citoyen. Et donc, continuons de lui faire confiance. On laisse des armes aux citoyens, personne ne se tire dessus. Mais par rapport à l'armée régalienne, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'elle fonctionne? Par rapport à l'armée régalienne, enfin l'armée régulière. Il n'y a pas d'armée régalienne en Suisse, puisque c'est une armée de citoyens. C'est une armée de citoyens, mais elle fonctionne quand même avec une structure verticale. Oui, bon, évidemment, il est obligé d'avoir une chaîne de commandement. Hein. Mais à la fin, si les gens décident de ne pas répondre à l'appel de mobilisation, voilà. Il n'y a pas de désertion. Non, j'insiste là-dessus parce que... Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que la Suisse n'a pas du tout les caractéristiques de l'État moderne. L'État moderne, selon la définition de Max Weber, c'est l'organisation et elle est unanimement admise, cette définition, l'organisation qui revendique avec succès le monopole de la violence légitime. Ce monopole de la violence légitime, il n'y a pas le mot liberté dedans, il n'y a pas le mot démocratie. C'est une bureaucratie centralisée, un monopole fiscal et une armée permanente. Aucun des éléments ne se retrouve en Suisse. Vous avez 26 polices, vous avez 30 systèmes fiscaux inégaux, hein, on paye plus d'impôts suivant dans quel canton on se trouve, et vous avez une armée de citoyens soldats qui sont en armes à la maison. Il faut quand même acheter et produire des équipements militaires. Oui, bien sûr. Et c'est la question, c'est quel équipement il faut pour la Suisse aussi dans ce cadre-là, quoi. Est-ce qu'il faut construire des drones? Parce qu'il y a eu toute cette polémique sur les drones israéliens et les systèmes. Est-ce qu'il faut construire des drones? Il faut construire son armement sur place pour être souverain? Alors, je pense que maintenant, oui. Oui, maintenant, avec ce tournant low cost, low tech, il faut être autonome. Et c'est tout un autre avantage. Parce que c'est une technologie civile qu'on va adapter en fonction des besoins militaires. Donc, c'est un avantage pour les entreprises du pays. Et on a tout. En fait, on a tous les éléments en main pour construire ce type d'armement. Donc, ce serait essentiellement des drones, des systèmes de radar. Ce serait quoi comme équipement? Alors, écoute, pour dire... J'ai pas encore fait de projection à ce sujet, mais on peut simplifier la réponse en disant il faut sanctuariser la basse altitude. Et en dessous, l'armée peut évoluer. Mais il faut sanctuariser la basse altitude. Et c'est pas ce que je dis là, c'est rien de neuf. Hein. Comme je vous dis, l'art de la guerre ne fait que de redécouvrir les leçons du passé. Le Nord-Vietnam a gagné la guerre alors qu'il n'avait pas d'avion. Mais ils ont réussi à empêcher, au fond, la puissance aérienne américaine de frapper parce que on parlait des mines antiaériennes, etc., de la densité du feu. Voilà, les Serbes dans l'affaire du Kosovo. Alors,
L'OTAN nous disait, pendant les 70 jours de bombardement, on a déjà détruit 200 chars, 50 pièces d'artillerie, etc. Bientôt, ils n'ont plus rien. Hein. Comme on a entendu ça à propos de l'Ukraine et de la Russie, bientôt, ils vont rentrer chez eux en criant maman. Et quand il y a eu le cessez-le-feu, et que l'armée serbe s'est retirée du Kosovo, alors les observateurs de l'OTAN comptaient quand même un peu les forces qui quittaient le Kosovo, les forces serbes qui quittaient le Kosovo. Et il en est ressorti qu'ils avaient détruit pendant 70 jours de bombardement une douzaine de chars et une dizaine de pièces d'artillerie. Parce que les Serbes, qui n'avaient pourtant pas des armes on va dire de très haute technologie, avaient réussi à empêcher, avec une DCA extrêmement dense et aussi une déception, des opérations de déception, ils avaient réussi à faire en sorte que soit les bombardiers, les avions de l'OTAN ne pouvaient pas descendre suffisamment bas pour être précis, soit ils bombardaient des cibles qui étaient des leurs. Alors, je ne résiste pas au plaisir de vous donner quelques exemples. C'est que, alors, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Alors, ils creusaient des fosses, par exemple. Dans ces fosses, ils mettaient des carcasses de voitures et ils remplissaient ces fosses de purin. Vous allez me dire pourquoi ? Parce que sous le soleil, le purin fermente et il va chauffer les carrosseries de voitures. Et quand les avions attaquaient, qu'est-ce qu'ils voient sur leur caméra infrarouge ? Ils voient une carcasse de véhicule. Donc, on tire, puis on fait sauter, excusez-moi l'expression, un tas de merde. Autre chose, ils ont fait des ponts factices. Alors, sur lesquels aucun véhicule ne pouvait circuler, on est bien d'accord. Mais vu de haut, ils ont attaqué, je crois, 3 ou 4 nuits durant un pont que les autres reconstruisaient à grands coups de planche. Après, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Quand il y avait une maison qui était incendiée, alors on y mettait un char dedans, parce que la maison incendiée, elle a une réverbération thermique relativement importante, et donc le char n'aura pas de réverbération supplémentaire détectable à l'infrarouge quand il est là-dedans. Donc, vous voyez, il y a voilà, c'est un peu... là, je vous donne 2-3 éclairages. J'ai pas encore une vue d'ensemble très claire. J'y travaille, mais j'ai pas encore une vue d'ensemble complète. Mais il y a énormément de choses. Mais ce serait dans cette direction, en tout cas, que la Suisse devrait aller, quoi. Ça pourrait... Alors, il faut quand même être un peu complet parce que on peut pas seulement voir les drones. Hein. Il faut quand même qu'il y a les armes à tir indirect, que ce soit les lance-mines, l'artillerie, etc., qui jouent un rôle important. Il y a l'organisation du terrain, la création d'obstacles, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Ça peut se faire, mais il faut y travailler et il faut envisager ça dans un concept d'ensemble et sans se tromper trop d'adversaires. Ça, c'est toujours le risque. En prospective militaire, on a toujours tendance à préparer la guerre d'avant-hier. Et donc là, si on prépare la guerre en se disant on va arrêter Popov sur le Rhin, on risque de passer un peu à côté de certaines autres menaces qui sont tout aussi délicates. Quelle serait l'ampleur de la catastrophe aujourd'hui en Suisse en cas d'attaque ou de déclenchement d'une menace telle que vous avez décrite ? Qu'est-ce que vous entendez par l'ampleur de la catastrophe ? C'est-à-dire que aujourd'hui la Suisse semble relativement impréparée, son matériel est vétuste, il y a une série de problématiques dans l'armée, un manque de doctrine stratégique. Concrètement, s'il devait y avoir une menace, une attaque concrète sur le territoire, comment ça se passerait ? Bonne question. Là, je dois avouer que je ne saurais pas comment vous répondre. Je ne saurais pas comment vous répondre. Mais au vu des forces en présence, c'est-à-dire des drones israéliens qui ne fonctionnent pas, du matériel vétuste, pas de doctrine stratégique. Alors pour moi, le matériel, c'est vraiment le dernier facteur. Hein. À l'heure actuelle, on ne parle que de ça, mais
je vais utiliser un exemple assez délicat qui n'a rien à voir, qui se veut pas dans un sens de comparaison, mais pour montrer que la dimension matérielle, donc matériel de militaire, chars, avions, etc., c'est pas le principal. Le commandement supérieur de la Wehrmacht avait dit à Hitler, matériellement, nous serons prêts pour la guerre en 1944. Quand l'Allemagne déclenche la guerre en 1939, du point de vue des équipements, elle n'est pas au point. Mais, en revanche, la formation des cadres, la doctrine d'emploi, la stratégie, et surtout, on va dire, la flexibilité de la pensée militaire allemande, on l'oublie généralement, on fait qu'elle s'est quand même avec ça, malgré tout ça, malgré ses faiblesses, malgré le fait qu'une grande partie de ses troupes utilisaient encore des chevaux, on l'oublie généralement, il faut dire que les photos, on montrait que des photos de camions, de chars, etc. Mais le 60% de l'armée allemande utilisait des chevaux, elle va quand même réussir à se trouver aux portes de Moscou. Oui, puis elle éradique l'armée française en 2 semaines. Voilà. Et c'est ça qui manque en Suisse. Ça, pour moi, c'est là que j'ai le plus grand souci. C'est là que j'ai le plus grand souci. Alors là, concrètement, on a parlé de l'armée suisse, mais concrètement, dans les années à venir, comment vous envisagez le pays, l'avenir du pays? Il y a les bilatérales, il y a la question de l'OTAN, de la neutralité, il y a plein de questions qui se posent pour la Suisse. Panorama un peu de tout ça, comment vous imaginez le pays? Comment vous voyez l'avenir? Alors, je le vois à la fois très bien et très mal. Très bien parce que on est un des derniers pôles de croissance et d'innovation en Europe. De ce côté-là, et c'est pas dû à une chance ou bien comme à un moment donné nos voisins adoraient dire oui mais c'est grâce au secret bancaire, etc. Non, c'est grâce à la structure du pays, au fond, où l'économie a la chance d'avoir un système multicouche, donc on a un tissu de PME extrêmement dense, dessus on a des entreprises plus importantes au niveau national, et tout au-dessus on a les multinationales. Et ce système est très bien entretenu grâce à la formation professionnelle que le monde entier nous envie. 70% d'une classe d'âge en Suisse, à la sortie de l'école obligatoire, c'est-à-dire vers l'âge de 15-16 ans, choisit la formation professionnelle, donc se forme en entreprise, apprend à connaître le marché et effectivement ce qui fonctionne sur le marché, parce qu'en général, c'est rare que vous ayez la grande opportunité, il faut trouver la niche, et puis ensuite on travaille la niche, et puis elle devient de plus en plus grande, puis à la fin, on domine tout un segment du marché. Donc ça, je le vois très bien. On a la chance d'avoir notre monnaie, parce que d'abord, il y a une monnaie forte. Il n'y a pas beaucoup de petits pays qui ont une monnaie aussi forte que la nôtre. Bon, elle pose des problèmes à l'exportation, hein, le franc fort. Oui et non. Elle a toujours été forte. Un franc suisse faisait 4 francs français quand ils n'avaient pas encore l'euro. Et le franc fort a été je dirais une permanence de l'économie suisse qui a fait que les entreprises ont dû toujours se concentrer sur la qualité et un produit relativement unique. Alors, regardez maintenant, vous avez l'entreprise Stadler, là, je crois qu'ils ont bientôt construit des rames de train pour l'Europe entière, donc et au-delà. Pourtant, on peut s'imaginer qu'ils pourraient trouver meilleur marché ailleurs. Non, ils viennent faire ça ici. Donc, et on pourrait encore multiplier les exemples. Donc de ce côté-là, donc c'est plutôt une bonne chose le franc fort en fait. C'est quand même un élément de souveraineté. Quand on parle de souveraineté, on s'imagine l'État central fort qui dit non, je veux pas, oui, je veux, ici vous faites comme ça, ici vous faites pas comme ça. Non, les éléments de souveraineté sont vraiment des éléments qui donnent la liberté d'action. Or, le fait d'avoir sa propre monnaie, c'est un élément de souveraineté monétaire et un élément de souveraineté
commercial. Alors c'est vrai qu'après, on peut pas dévaluer à qui mieux, ça c'est clair. Mais il faut aussi tenir compte des besoins. Mais j'aime bien l'expression qui dit que l'économie suisse, elle fonctionne à l'inverse des campagnes napoléoniennes. Les campagnes de Napoléon a gagné pratiquement toutes les batailles qu'il a livrées, mais il a perdu la guerre. L'économie suisse, elle a perdu tous les combats qu'elle a livrés depuis la fin de la guerre froide, mais elle ne cesse de croître et de prospérer. Donc on n'a pas eu l'espace économique européen, on a eu l'affaire des fonds des errances, on n'a plus le secret bancaire, et on est rétrogradé en termes de place financière de la 5e à la 23e place. Mais on reste les champions de l'innovation et de la croissance. On a un PIB qui se porte très bien. Donc voilà, là je suis très positif. Je vois quand même certains risques quand même dans la précarisation d'une partie de la population vivant en Suisse. Lorsque je travaillais à l'éducation, pas le rapport qui est sorti maintenant, mais le rapport qui est sorti il y a 4 ans, avait quand même relevé une chose, c'est que 15% des familles, pendant que leurs enfants sont à l'école obligatoire, n'étaient pas dans la précarité, mais étaient exposés à la précarité. Donc 15% dans un pays comme la Suisse, ça, je pense qu'on doit garder sérieusement en tête. Heureusement que nous avons Pierre-Yves Maillard qui, lui, veille au grain. Parce que s'il fallait compter sur la gauche caviar, là, je crois qu'on n'aurait pas grand-chose. Et c'est quoi? C'est dû à l'inflation? C'est dû... quelles sont les causes de cette... Alors, je suis pas économiste, je suis pas spécialiste du marché du travail, mais effectivement, les salaires, le coût de la vie en Suisse, il est très élevé. En particulier, se loger, c'est assez cher. Les assurances maladie, parce que nous, en fait, notre système d'assurance maladie, il est porté par le citoyen. C'est le citoyen qui paye son assurance maladie. Bon, on lui le garantit un montant minimum, mais quand même, c'est à lui qui doit payer chaque mois c'est son assurance maladie. Donc, il y a quand même des charges qui pèsent sur les familles, surtout, on va dire, celles qui n'ont pas de gros revenus et qui font que lorsque leurs enfants sont à l'école obligatoire, voilà, elles rament pas mal. Donc ça, je pense que c'est une chose qu'il faut bien garder à l'esprit et pour éviter que la précarité ne croisse, que la situation s'envenime. Parce que si nous avons beaucoup moins de problèmes avec la migration, alors que nous sommes un pays d'immigration, si nous avons beaucoup moins de problèmes que les pays voisins, c'est pas parce qu'on est plus gentil ou qu'on est meilleur, mais c'est parce que pratiquement à tout le monde, on arrive à offrir un travail. Donc quand vous arrivez à offrir un travail à quelqu'un, vous lui donnez la capacité de se projeter dans l'avenir, d'avoir un projet de vie, etc. Donc là, nous devons garder, je dirais, l'œil grand ouvert, pas tomber dans l'idéologie, mais être conscient de cette vulnérabilité. Après, la chose qui m'inquiète le plus, c'est la criminalité transfrontalière. Que vous parliez avec les mafias, avec les réseaux de narcotiques. On a les gangs des régions françaises avoisinantes. Et là, ça me plaît pas du tout. Bon, à qui ça plairait, mais enfin, ce qui m'inquiète le plus, c'est que ce sont des très jeunes qui viennent, qui sont pas du tout préparés, beaucoup sont interceptés par la police ou alors n'arrivent pas à leur fin, etc. Mais pour moi, c'est assez grave comme signal. Ça veut dire que ce sont des gens qui sont en train de faire leur test d'entrée pour faire partie d'un gang. On leur dit, tu vas en Suisse, tu nous ramènes une Mercedes ou tu nous ramènes une Ferrari ou une Lamborghini ou tu vas chercher 3-4 pistolets dans une armurerie. C'est un peu le baptême du feu. Et donc, ça veut dire que ces gangs sont en train de monter en puissance à la périphérie de notre pays. Et ça, il faut l'avoir bien à l'esprit dans un
un ouvrage qui est paru il y a une dizaine d'années, qui s'appelle Génération Kalachnikov, écrit par un commissaire de police français, qui parle de la criminalité des banlieues, et il dit « Nous ne les avons pas vus venir ». Et ça, c'est un peu le syndrome du lampadaire. Pourquoi ? Parce que, vous savez ce que c'est que le syndrome du lampadaire ? Rappelez-le pour ceux qui ne le sauraient pas. Syndrome du lampadaire, c'est l'homme ou la femme qui est à genoux au pied du lampadaire, et puis quelqu'un vient, puis lui dit « Vous cherchez quelque chose ?»« Oui, je cherche les clés de ma voiture. » Et puis, vous les avez perdues ici ? Non, non, je les ai perdues là-bas. Et puis, il montre une rue toute sombre. Puis la personne lui dit « Mais alors, pourquoi vous les cherchez ici ?»« Mais parce qu'ici, il y a de la lumière. » Et donc, le commissaire de police qui a écrit ce livre « Génération Kalachnikov » explique un peu ça en disant « Nous, on avait le triptyque, petite délinquance, vol à l'arraché, etc., grand banditisme, les braquages, les hold-up, etc., et crime organisé, la prostitution, la drogue, les casinos. Et cette génération de gangsters des banlieues, ils l'ont pas vu venir parce qu'ils avaient une autre grille de lecture. Et là, on retrouve la formule du fameux économiste autrichien Hayek, Friedrich von Hayek, sans la théorie, les faits restent muets. Et donc là, en Suisse, on n'est pas assez conscient de ça. On dit ah oui, mais ça, c'est une affaire de police. La police fait son boulot, hein, elle le fait très bien. C'est une affaire de police. Mais quand je vois ici, à Lausanne, le carnaval Antifa, ça, c'est des signaux assez dangereux, je trouve. Pourquoi ? Parce qu'on commence à avoir des zones qui commencent à légitimer le fait qu'ils ne respectent pas la loi, qu'ils ne respectent pas le droit, qu'ils ne souhaitent pas vivre en société de manière conviviale, etc. Donc là, ça, c'est des choses, à mon avis, c'est des symptômes qu'il faut suivre très attentivement. Vous avez un carnaval Antifa. Donc, juste pour vous demander une précision, ce que vous critiquez, c'est pas les antifascistes, c'est le fait qu'il y ait des groupes qui aient la caution d'une certaine partie de la population et qui soient des groupes entre guillemets de fauteurs de troubles ou de terroristes en puissance. Voilà. Alors pourquoi je dis les antifascistes ? Parce que visiblement on leur accorde je dirais presque un certificat c'est pas bien grave, alors que les néo-nazis qui sont pas meilleurs, eux, alors tout de suite il y a une réaction. Tout de suite, il y a une réaction, ce qui est bien d'ailleurs, ce qui est très bien. Mais on peut pas avoir deux poids et deux mesures. Oui, il y a la même chose. Il y a aussi des milices d'extrême droite qui sont aussi dans ces mêmes dynamiques, un peu de milices d'agitation. Et ça existe, elles sont peut-être moins visibles, mais il y a Résistance helvétique, par exemple, aussi. Avec des... Il n'y a pas de carnaval. Oui, c'est ça, ce qui me... c'est pas le... Alors, oui, il y a des mouvements d'extrême droite, il y a des mouvements d'extrême gauche, etc. Ça, c'est une chose. Mais quand ça prend une allure sociale et qu'on dit « Ah, c'est bon enfant », etc., là, je pense qu'on est naïf. On est naïf et on s'imagine que oui, bah voilà, c'est 2-3 tags, etc. Non, c'est cette culture de la transgression, cette culture de carnaval Antifa, c'est quand même pas... Imaginons qu'on fasse un carnaval néo-nazi. Là, on aurait des réactions immédiates, on se serait interdit. Et je trouve qu'on aurait raison de l'interdire. Donc, voilà, ça c'est un peu les choses qui m'inquiètent. Comment ensuite retrouver le contrôle des frontières alors que, en tout cas en Suisse romande, on est dépendant des transfrontaliers pour une bonne partie des activités. Le CHUV, les hôpitaux universitaires genevois ne fonctionneraient pas sans le personnel venant de France voisine.
Je crois qu'au CHUV, c'est 40% du personnel. Au CHUV, au HUG, je crois que c'est 40% à Genève, du personnel ouais, à Genève. Donc, et c'est pour ça que pendant le Covid, pendant le confinement, bah là, on n'a pas fait de confinement parce que sinon l'hôpital fonctionnait plus. Donc, on a des défis. Et là, j'ai pas encore de réponse à ce sujet. Mais les bilatérales, par exemple, on en parle aussi beaucoup. Alors, Oui. ça commence à en parler. Oui. Ça, pour vous, c'est pas forcément une menace, un problème? Enfin, c'est plutôt Oui, positif. pour moi, c'est un problème parce que l'Union européenne. Alors, il faut dire que j'en parle pas de manière politique, j'en parle de manière professionnelle. Pendant ma vie professionnelle, pendant 35 ans, j'ai été confronté à tous ces cycles de négociation avec la Commission de Bruxelles. Et je dirais que l'image que j'en retire est tout sauf positive. C'est véritablement une bureaucratie complètement aveugle. Quand on allait à certains moments, on nous disait oui, on parlait des échanges universitaires. On est quand même une des grandes places universitaires en Europe. Hein. On nous disait oui, alors vous êtes évidemment, vous êtes comme l'Albanie, etc. On disait oui, bon, d'accord, mais peut-être pas tout à fait comparable, mais on a affaire à des gens qui, je dirais, n'ont aucune vision du monde extérieur. Et ça c'est le propre de cette construction bureaucratique qu'est la Commission européenne, c'est-à-dire que on a une planification sur 5 ans, on a des règlements, et en dehors de ça, le monde n'existe pas. En dehors de ça, le monde n'existe pas. Les gens sont sans cesse en train, parce que c'est un système de carrière à la française. Hein, vous faites quelques années dans un poste, après vous montez en grade, mais vous passez dans un tout autre service. Vous êtes à la politique agricole commune, puis après vous êtes aux télécommunications. Et donc, c'est des gens pour qui l'univers, c'est le règlement qu'ils ont sous les yeux. Et la réalité du monde leur échappe totalement. Et cette Union européenne ne fonctionne plus. Donc pourquoi s'en rapprocher? Voilà, c'est un peu l'image du Titanic. Hein. Quand vous avez un paquebot de la taille du Titanic qui sombre et que vous êtes dans votre canot de sauvetage, vous devez vous en éloigner le plus rapidement et le plus loin possible pour ne pas être aspiré par le naufrage. Donc, moi, c'est ça qui m'inquiète beaucoup. Alors après, on dira, oui, mais on est une économie d'exportation, donc on doit garder les frontières ouvertes. J'ai envie de dire, ça, c'était hier. Le libre-échange, c'était hier. L'Organisation mondiale du commerce ne fonctionne plus. Le GATT ne fonctionne plus. Le FMI? Le FMI ne fonctionne plus. La Banque mondiale, on ne sait pas trop. Donc, toutes les institutions qui ont été créées pour le libre-échange, c'est terminé. Et ça, on ne reviendra pas en arrière. On ne reviendra pas en arrière. Je pense qu'au contraire, ce qu'on doit garantir, c'est d'avoir un environnement sûr. C'est pour ça que je suis un peu inquiet de ces mouvements, je dirais, marginaux, que ce soit à Lausanne ou ailleurs, un environnement sûr, parce qu'alors là, on peut avoir la garantie que les gens qui veulent créer une entreprise vont venir s'installer ici et pas ailleurs. Même si le coût de la vie est plus élevé. Mais si chaque matin vous arrivez et que vous avez été vandalisé ici, vandalisé là, je vous donne un exemple. Les gens qui ont des voitures électriques et qui vont faire un voyage en France sont maintenant confrontés au problème suivant. C'est que malgré le fait qu'il y a des bornes électriques pour recharger les voitures, ces bornes ne fonctionnent souvent plus. Pourquoi ? Parce qu'on a coupé les câbles pour récupérer le cuivre. Donc, quand on en est là, le paradigme majeur, c'est la sécurité. C'est la sécurité, sinon, ça sert sinon tout peut être perdu. Bernard Wicht, on arrive au terme de cet entretien. On a l'habitude de terminer avec une carte blanche pour nos invités, donc si vous avez quelque chose à ajouter. Oh, je crois qu'on a fait un peu le tour de
de la situation. Bon, alors, pas de carte blanche. J'en profite du coup pour rappeler à nos auditeurs de s'abonner à notre newsletter s'ils veulent nous suivre et être tenus au courant de nos actualités. On a aussi un site internet. Antithèse, c'est pas seulement une chaîne YouTube, mais c'est aussi un média avec des articles qui sont écrits. Donc voilà, on est indépendant et on ne vit que du soutien de nos abonnés. Donc, considérer un abonnement, ça nous aidera beaucoup. Voilà. Bernard Witsch, en tout cas, merci pour Alors, si vous me permettez de rajouter une phrase, c'est que effectivement, je pense que c'est très important que l'on ait des médias comme le vôtre, parce que sinon, on n'a plus la possibilité de donner une analyse, je dirais, objective, ou qu'on espère être objective. Et par rapport à vos travaux, j'aimerais aussi signaler le journal L'Impertinent, où je suis un chroniqueur qui essaye d'être régulier. Très bien, merci beaucoup en tout cas pour cet échange.